Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Elle rêvait de relancer le kiosque à chichi. Elle sera une de ces personnalités fortes de ce lien que je veux renouer entre la mairie et les Toulonnais. Tant que Rennes aura peur, je n'aurai pas le droit de me taire. Alors je vous donne rendez-vous dans nos rues, sur nos marchés, pour convaincre que l'avenir de Strasbourg s'écrit à gauche. S'il faut que cette longue marche du peuple français vers la liberté, l'égalité et la fraternité reparte d'un endroit, alors elle partira de Roubaix. Paris valait bien une messe. Aujourd'hui, Paris vaut bien mieux que le PS. Moi, j'appelle tous les Parisiens, je vous appelle tous. Je vous appelle à nous rejoindre. Je vous appelle à nous faire confiance. Faites-moi confiance. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Nantes, autre point chaud de cette campagne. Les principales listes en présence sont celles de la maire PS Johanna Rolland, celle du candidat LR Foulque Chambard-Delauve et celle de William Aucan de la France Insoumise. Si les études d'opinion persistent à les classer dans cet ordre, il a fini par s'élever entre les deux premiers candidats une sorte de guerre de sondage où chacun est tour à tour victorieux selon le sondage qu'il a lui-même commandé. Duchesse Anne, château des Ducs de Bretagne. Cette guerre laisse néanmoins planer le risque d'un basculement de Nantes dans l'escarcelle de la droite, d'où elle est tombée depuis 1977. Sixième ville la plus peuplée de France, terre natale d'Anne de Bretagne, Nantes rayonne dans l'histoire de France et du monde depuis ce château des Ducs où le roi Henri IV, en 1598, a signé ce fameux édit qui élève la tolérance religieuse au rang de principe en France. Cap sur l'accessibilité. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Quérault, qui est adjoint au maire et candidat sur la liste La Gauche Unie pour Nantes, sur la liste conduite par Johanna Rolland, maire sortante. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire en charge de l'urbanisme. Oui. Aujourd'hui, on arrive un peu vers la fin de la campagne, vers la fin de la mandature. Qu'est-ce que vous avez pu faire ou qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir pu faire pour l'accessibilité et handicap à Nantes ? Ce qu'on a pu faire, c'est pas mal de choses, même s'il reste encore du chemin à parcourir. La question de l'accessibilité universelle est un engagement qui est posé dans le cadre de ce mandat, déjà depuis un certain nombre d'années. Donc on a, pendant ce mandat, je dirais, continué à travailler cette accessibilité universelle, que ce soit sur la voirie, sur les bâtiments publics, sur les équipements, les écoles, l'ensemble des bâtiments administratifs. La difficulté auquel on est confronté, c'est que il y a beaucoup de mises aux normes qui sont à faire et que effectivement, malgré un engagement assez important de travailler ce rattrapage, on fait chaque année entre 20 et 40 bâtiments publics mis aux normes. On essaye de travailler à toutes les normes, c'est pas seulement la question de l'accessibilité fauteuil, c'est aussi un travail sur la question de la signalétique, de manière à travailler l'ensemble des déficiences qui puissent arriver. C'est à la fois la question de la visibilité, de la signalétique, de l'accès au bâtiment et puis la question du simple accès physique qui est à traiter. Donc on a aujourd'hui 170 bâtiments qui ont eu leur attestation d'accessibilité depuis 2015, mais on sait qu'il nous en reste encore beaucoup. On a travaillé un certain nombre de voiries prioritaires pour les rendre également accessibles en se posant la question d'un accès à ces bâtiments, c'est-à-dire que c'est la question aussi d'un périmètre dans lequel on doit pouvoir accéder facilement et suivre son cheminement pour venir dans ces équipements publics. Évidemment, c'est aussi la question des arrêts de bus, des quais de transport en commun. Avec là, on a aujourd'hui, je crois, plus de 600 arrêts ou quais qui sont effectivement accessibles. Les véhicules, les bus, les trams eux-mêmes ont des dispositifs avec les planchers bas, les rampes d'accès, les messages sonores et visuels. Donc la question des transports en commun est quelque chose d'assez important à Nantes dans l'ensemble de la mobilité. Donc cette question de l'accessibilité est aussi travaillée là-dessus. On a aussi travaillé une dimension, je dirais, d'accès à la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on a systématisé la traduction en langue des signes sur les conseils municipaux et métropolitains, sur les grands événements, des sujets d'accessibilité également posés sur le site internet de la ville.
Et puis on a depuis maintenant un certain temps un conseil nantais de l'accessibilité universelle qui permet de réunir des parties prenantes, des associations, des individus engagés et dans le cadre du dialogue citoyen de la ville de poser de manière régulière ces sujets, de débattre de thématiques. On a pu poser les questions d'espace public, des questions d'urbanisme, voilà, différents sujets qui sont mis en débat et échangés avec l'idée de pouvoir faire une forme de retour vers les membres de ce conseil. Voilà, je le dis, la dimension de la citoyenneté est aussi un élément important auquel on a pensé dans ce mandat. Et vous avez des regrets, des choses que vous auriez aimé avoir réussi durant cette mandature ? Des regrets, c'est-à-dire qu'on aimerait toujours que les choses aillent plus vite, donc dans la rapidité des mises aux normes des bâtiments, c'est sûr qu'on sait qu'on a encore des choses à faire, mais on est sur des travaux qui sont parfois lourds, compliqués, et il se pose évidemment la question de la capacité à faire par les services. Engager des travaux tout le temps, c'est pas possible parce que forcément il peut y avoir des travaux qui viennent pendant le temps des travaux empêcher l'accès, le temps de le faire, donc on peut pas tout mettre en travaux en même temps, donc il y a une question de capacité à faire qui est forcément toujours un petit peu difficile. On a beaucoup travaillé sur la question de l'expertise d'usage et de l'association dans la préparation des sujets, des grands projets d'espace public, d'associations pour venir pouvoir travailler et accompagner les différents maîtrises d'œuvre pour anticiper les sujets d'accessibilité universelle. Et c'est vrai qu'on constate toujours, malgré ces efforts sur cette préparation en amont, on arrive toujours à avoir des loupés, à se rendre compte que finalement, une fois qu'on fait la livraison, il y a des aspects de visibilité, de différence de niveau qui n'ont pas été traités. On a eu un sujet pendant un certain temps sur notamment les aménagements de la place du commerce, du projet Fait de Commerce, qui est un grand projet, une place en centre-ville, où on a retravaillé l'ensemble des espaces publics, une grande station de tramway de Nantes. Et malgré le fait d'avoir travaillé avec des associations, on se rend compte qu'on a eu des loupés avec un système de marche à un endroit qui n'était pas bien repéré, pas bien signalé, qui a posé des problèmes à plein de monde, y compris chez les personnes âgées, des cyclistes aussi qui disaient, alors évidemment par rapport à des personnes qui avaient des déficiences visuelles ou des questions de fauteuil, évidemment le problème était encore plus grand, mais finalement ça touchait beaucoup de monde et on a mis du temps à pouvoir régler ce sujet parce que on était dans un secteur où il fallait aussi discuter avec l'architecte des bâtiments de France sur la meilleure manière de pouvoir réparer ces différences de niveau qui n'étaient pas visibles. Voilà, donc on a fini par y arriver en rajoutant un marquage au sol qui soit suffisamment pertinent et lisible, mais c'est vrai que ce rattrapage a mis du temps. Voilà. Et donc malgré cette association anticipée, on constate qu'on a parfois des choses qui sont pas au niveau. Comment vous expliquez ce genre de surprise ? Parce que je pense qu'on n'arrive jamais à passer en revue la totalité des aspects d'un projet, qu'à un moment il peut y avoir des arbitrages qui se passent à tel ou tel endroit qui amènent à dire que ça va passer, que ça va marcher, ou des choses dont on ne se rend pas compte parce que peut-être qu'il y a une question de formation des différentes équipes techniques, peut-être de formation des maîtrises d'œuvre elles-mêmes dans la prise en compte de ces sujets. Sur l'espace public, on a apporté beaucoup dans ce mandat la montée en compétences sur cette question à la fois de l'accessibilité universelle, du travail sur l'égalité femmes-hommes sur l'espace public. Et on sait que c'est des sujets sur lesquels il faut que non seulement les services de la métropole, mais l'ensemble des intervenants d'un projet soient suffisamment expérimentés, compétents et formés pour pouvoir s'apercevoir le plus rapidement possible que quelque chose ne va pas. Et je pense que c'est au niveau de cette dimension-là qu'il y a encore des choses qui sont à rappeler, à travailler, à surveiller, parce que c'est je veux dire probablement un combat de tous les jours, et donc travailler des référentiels, des guides, demander, y compris quand on recrute des équipes d'urbanistes, d'architectes ou de maîtres d'œuvre, vérifier en amont
qu'ils aient bien des gens dans leurs équipes qui intègrent ces sujets-là, parce que ça ne peut pas être simplement quelqu'un de l'extérieur spécialisé qui va venir. Ça ne permet pas la garantie que les choses soient prises en compte. Cap sur l'accessibilité. Cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Thomas Quérault, cette campagne dont on arrive à la fin, est quasiment le dernier jour. Est-ce que vous pensez avoir parlé suffisamment de handicap, de propositions que vous faites pour améliorer la circulation dans cette campagne ? Suffisamment, je ne sais pas. Je sais pas si c'est à moi qui peut dire si c'est suffisant ou pas. En tout cas, ça fait partie, parce qu'un programme, c'est toujours... on a plus de 200 mesures encore dans notre programme. Donc, voilà, on travaille par séquence. Il y a eu une séquence qui a été consacrée à cette question de l'accessibilité universelle, avec une rencontre spécifique avec des associations et des acteurs de ce sujet. Donc ça a été posé, c'est présent dans le programme. Il y a eu un temps qui a été pris sur ce sujet. On pose l'engagement de l'accessibilité universelle, des espaces publics, des équipements, de renforcer encore l'engagement de renforcer la question des services de mobilité et l'accueil des enfants. On pose ce sujet de l'inclusion, voilà, avec des engagements, mais est-ce qu'on l'a fait suffisamment la campagne est une chose, on a posé ce sujet, il est présent, c'est-à-dire qu'on peut le trouver dans le programme. Après, je dirais, le vrai juge de paix, ça sera la mise en œuvre, parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre des engagements dans un programme et puis de ne pas les réaliser. Ça, c'est des promesses en l'air. L'engagement qu'on prend, comme en 2014, comme en 2020, c'est ce qu'on dit. On le fera demain, et donc c'est plus probablement quand on aura continué à travailler ces sujets d'accessibilité universelle qu'on pourra dire si non seulement on en a parlé suffisamment, mais si on l'a fait suffisamment. En tout cas, l'engagement qu'on prend, il est de continuer à travailler. Vos propositions pour la prochaine mandature ? Les propositions, c'est de travailler encore et de renforcer l'inclusion des personnes en situation de handicap, de renforcer la qualité des espaces publics pour tout le monde, et garantir pour nos nouveaux équipements, nos nouveaux aménagements, qu'on soit d'office dans la prise en compte de l'accessibilité universelle et pas dans le besoin de le rattraper. On a un service de notre opérateur de transport qui s'appelle Proxibus, qui est destiné aux personnes à mobilité réduite, et donc là on prend l'engagement de pouvoir réaliser 15 000 courses supplémentaires par an. On a un axe particulier sur la question des enfants en situation de handicap, terminer la mise en accessibilité de l'ensemble des établissements scolaires, de renforcer l'offre d'accueil des enfants qui sont en situation de handicap dans les centres de loisirs, avec des équipes qui soient spécialisées dans l'accompagnement des enfants à besoins particuliers. On sait que c'est un vrai sujet, parce qu'on a de plus en plus de situations, notamment au niveau de la santé mentale, qui font qu'on peut avoir des difficultés d'accueil et d'intégration des enfants. Et ça, on sait qu'il y a besoin de mettre des moyens particuliers et spécifiques sur ce sujet. C'est prendre l'engagement de garantir aussi l'inclusion à tous les âges des enfants, de la crèche jusqu'à l'école. Et puis de continuer à travailler cette dimension dans l'ensemble des politiques publiques, la culture, le sport, la santé, l'éducation, la citoyenneté. Et puis on sait qu'il y a un enjeu assez particulier de travail en partenariat avec l'éducation nationale. Il y a des choses qui relèvent de l'éducation nationale, qui ne sont pas strictement du domaine de la ville, mais on sait qu'il faut aller... peut-être mettre des moyens supplémentaires, proposer d'autres types de partenariats avec l'éducation nationale, parce que sinon chacun reste un peu dans son camp, et ça c'est un vrai sujet. Et je le disais, on a un axe peut-être qui est encore plus fort dans cette campagne que précédemment, sur la question de l'inclusion et de la discrimination, où la question des droits fondamentaux et de l'accès équitable à ces droits est un sujet qui est extrêmement important. Et là-dessus, sur ces questions de discrimination qui concernent bien évidemment les personnes en situation de handicap, on a posé l'engagement
de proposer une formation beaucoup plus complète aux agents de la ville et de la métropole pour que, je dirais de base, l'accueil dans l'ensemble des services publics soit travaillé avec cette montée en compétences et cette formation qui devienne une formation obligatoire et systématique pour tous les agents, pour que cette question d'une discrimination qui peut avoir des dimensions systémiques, pour les personnes en situation de handicap comme pour d'autres personnes qui peuvent souffrir de discrimination, elle soit travaillée, qu'on mette des moyens pour faire en sorte qu'on évite, en tout cas c'est notre engagement, dans l'objectif de cet accueil de tous les jours du quotidien, qu'on évite ces risques de discrimination et donc prendre en compte, montrer aux agents qu'est-ce que c'est le vécu des personnes, d'avoir des temps d'écoute pour mieux comprendre la manière dont ces discriminations peuvent être vécues, pour faire en sorte qu'on puisse réduire petit à petit ces risques de discrimination. C'est un vrai engagement, parce qu'on pense que le service public il est extrêmement important et que la manière dont on peut y être accueilli, dont on peut y avoir accès, au-delà de la question de l'accès physique, on pense qu'elle est extrêmement importante dans tout un tas de domaines qui sont du ressort de la ville. Alors pour finir, Thomas Quérault, dimanche, les Nantais, les Nantaises se rendront aux urnes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour que le bulletin qu'ils vont mettre dans l'urne soit un bulletin pour la liste conduite par Johanna Rolland, la gauche unie pour Nantes ? Ce que je pourrais leur dire, c'est qu'on a aura dimanche à Nantes des vrais choix entre des politiques, des candidats qui proposent des politiques et des politiques publiques qui sont extrêmement différentes. Nous, on a mis très en avant la question de la lutte contre les discriminations, à tout point de vue, mais notamment sur la question des personnes en situation de handicap. On a posé ce sujet de la discrimination d'une ville antiraciste, d'une ville féministe, non sexiste, et de cette question de la discrimination et de l'accès réel aux droits de manière extrêmement forte. Et je pense qu'aujourd'hui, on est la liste à la fois qui a pris cet engagement le plus fort et qui, au regard de ce qu'on a déjà fait en 2014 et en 2020, permet d'avoir des propositions qui ne sont pas des propositions en l'air ou pour la gloriole, mais bien des propositions sérieuses et sur lesquelles on s'engage à les mettre en œuvre et à les travailler, des propositions qui sont budgétées. Il y a à la fois une ambition très forte sur ces sujets et sur les engagements de gauche, je comprends, qui permettent une ville ouverte à tous et où chacun ait sa place et avec une capacité à les réaliser. Il y a un vrai choix de société qui est à faire dimanche et donc c'est pour ça qu'on propose en effet et on incite évidemment tout le monde à mettre le bulletin de la gauche unie pour Nantes et de la liste de Johanna Rolland dans l'urne dimanche 15 mars. Thomas Quérault de la liste La Gauche Unie pour Nantes, conduite par Johanna Rolland, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode. Nous ferons une dernière escale à Nantes avec le candidat de la droite et du centre. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer.